Cette rame du TGV Atlantique a à son actif 2 records du monde de vitesse sur rail. Le plus connu est celui du 18 mai 1990, alors qu'elle a atteint 515,3 km/h. Mais un autre l'avait précédé de quelques mois, il y a de cela tout juste 35 ans, c'était le 5 décembre 1989, jour où elle avait enregistré une pointe à 482,4 km/h. Désormais, elle est exposée à la Cité du Train de Mulhouse, où une équipe de bénévoles veille sur elle. La passion du train, je l'ai toujours eue, comme beaucoup d'amateurs. Ça a commencé quand j'avais 3 ans. Jean Villemain en fait partie. C'est un ancien conducteur qui a pris sa retraite il y a de cela quelques années. Il entretient avec cette machine un lien particulier. Et la cérémonie de mon dernier train, je l'ai fait avec cette rame, cette motrice. Par certains côtés, sa carrière a été un peu spéciale. J'étais payé pour faire toutes les bêtises qu'un conducteur n'a pas le droit de faire. Il va nous expliquer pourquoi dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Au cours de cette rencontre, Jean Villemain va vous résumer brièvement sa carrière à la SNCF, vous raconter ses premiers pas aux commandes du TGV Atlantique avant même sa mise en service officielle et son arrivée à la Cité du Train. Après quoi, on ira observer de plus près la rame 325 qui est présentée dans une configuration telle qu'elle révèle des détails techniques invisibles aux yeux des passagers ordinaires. La passion du train, je l'ai toujours eue, comme beaucoup d'amateurs. Ça a commencé quand j'avais 3 ans, que mon grand-père m'amenait voir le dépôt de Dole dans le Jura, où il y avait beaucoup de machines à vapeur. Mais autrement, ma carrière, je l'ai commencé en 64 à Chambéry, mais j'étais dans la filière administrative jusqu'en 72 où j'étais à Dijon. Et là, je suis parti à Bordeaux en 72 et c'est là que j'ai fait le stage conduite et j'ai fait une carrière de conducteur. Alors des trains de marchandises au début, des omnibus comme on appelait ça à l'époque. Et petit à petit, je suis monté à des trains plus rapides. À un moment, je faisais les trains à 200 à l'heure entre Paris et Bordeaux, l'Étendard, l'Aquitaine, enfin tous ces trains-là. Et puis ensuite est arrivé le TGV. Le TGV Atlantique. Le TGV Atlantique est arrivé en 89 sur la branche Bretagne et en 90 sur la branche Aquitaine. Alors 89-90, j'ai fait partie des conducteurs d'essai et qui étaient détachés à Paris et qui faisaient les mises au point, en particulier de la circulation à 2 rames ensemble, des essais de validation, des validations de rames neuves, enfin un petit peu tout ça. Et puis, à titre, un petit clin d'œil, je suis parti en retraite le 1er octobre 1994 et la cérémonie de mon dernier train, je l'ai fait avec cette rame, cette motrice. Je m'intéresse toujours au chemin de fer. Je suis venu habiter en Alsace, à Colmar. Et j'ai regardé avec attention la Cité du Train. Je suis venu et puis j'ai rejoint le groupe des bénévoles, ce qui me permet de vivre un petit peu un chemin de fer que j'ai bien connu. Alors là, on est dans un espace de la Cité du Train qui s'appelle le Panorama, qui évolue régulièrement et qui vient d'évoluer, donc avec une nouvelle présentation. Régulièrement, oui, là, ça commençait parce que le problème des gens qui viennent régulièrement, quand ils voient toujours la même chose, c'est figé. On ne voudrait pas que ça soit trop figé. Alors là, il y a eu un projet, on vient de remanier complètement. Il y a des engins qui est exposés, qui sont partis à la réserve ou sur les voies de service. Puis inversement, on en a mis d'autres, plus attrayants, plus significatifs. On a une superbe voiture lit. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle est magnifique et puis surtout que les trains de nuit en France, c'est pas forcément à l'ordre du jour. Contrairement à ce qui se passe en Europe, en Suisse, en Allemagne, les Autrichiens étant les premiers pour les trains de nuit. Et la rame 325, ça fait pas très longtemps qu'elle est là.
Alors là, 325, non, il est arrivé ici il y a 2 ans, 3 ans à peu près. On a récupéré, enfin on a gardé qu'une partie, hein. C'était la motrice 1 et la première remorque, la remorque 1. Hein. Alors c'est déjà intéressant au point de vue pédagogique, il y a beaucoup de choses à voir et à apprendre sur la conception, sur la construction, sur le système TGV, le rame articulé. Hein. C'est très intéressant. Et cette rame 325, elle a forcément une histoire un peu particulière. Oui, alors son histoire particulière, ça s'est passé en décembre 89, où il y a eu un premier record à 482,4 km/h, suivi après du vrai record, du record à 115,3 km/h, le 18 mai 90. Alors il faut savoir que cette rame n'a pas circulé comme une rame normale. Pendant les essais, ce record en particulier, elle avait une composition réduite. Le minimum technique qui soit envisageable, c'est-à-dire 3 remorques entre les 2 motrices. Alors bien sûr, il y avait d'autres modifications, les rapports d'engrenage qui étaient changés, le diamètre des roues qui était augmenté, le transformateur modifié parce que la tension à la caténaire, la caténaire qui est normalement à 25 000 volts était portée à 29 000 volts. Alors c'était quand même des conditions... En plus, ça partait d'Anjou et ça allait sur le site de Vendôme. Le site de Vendôme, c'est qu'après, il y a un trou. Et c'est au fond du trou, au kilomètre 166 800, qu'a été constaté le record. Alors vous parliez de caractéristiques intéressantes qu'on pouvait comprendre. Vous pourriez nous montrer un petit peu ça sur la machine? Bon, il faut savoir que on ne le voit pas devant parce qu'il y a des trappes et un attelage automatique. C'est pas l'attelage classique comme autrefois avec tendeur, manille, etc. Parce que c'est indéformable. Par contre, on peut en mettre 2 ensemble. Ce qu'on appelle la circulation en unité multiple. Les 4 motrices, dans ce cas-là, fonctionnent simultanément, répondent aux mêmes ordres, d'un seul conducteur qui est placé en tête, dans la cabine de tête. Ce qui fait une belle rame. En termes de longueur, quand vous êtes... Ça fait 250 mètres. Hein, parce que le TGV Atlantique a une curiosité par rapport aux autres TGV, c'est qu'il comportait, il comporte encore 10 remorques. Oui. Alors que les autres TGV, les duplex, les réseaux, etc., n'ont une composition que de 8 remorques. Alors, les 2 bogies moteurs, hein, contrairement au sud-est, sur le TGV sud-est, le premier bogie de la remorque est moteur. Ce qui n'est pas le cas ici. Là, c'est un simple bogie porteur. Hein. Alors là, bon, il y a une courbe de faible rayon, on ne voit pas très bien, mais de l'autre côté, on voit bien. Alors, la remorque, c'est un peu standard. Oui. Une petite curiosité, c'est que la rame est baptisée, comme beaucoup de rames l'ont été, aux armes de la ville de Vendôme. Et le blason ne se trouve pas sur la motrice, mais sur la première, la première et la dernière, la 1 et la 8. Alors là, on arrive à une partie extrêmement intéressante. C'est le principe des rames articulées. Alors, il y a un bogie commun à deux remorques. Hein. C'est-à-dire que la remorque ici, elle s'appuie sur ce bogie. Et la R2, qui est normalement là, vient également s'appuyer. Alors, il y a un système d'anneaux d'intercirculation. Elle vient s'accrocher dessus. Et c'est ce qui fait ces rames indéformables. Rame indéformable qui a permis, il y a eu des accidents, des déraillements. Il y en a eu un en particulier sur le réseau Nord, quelque temps, où la voie s'était dérobée suite à des anciennes tranchées qu'il y avait dans le sous-sol, des accidents géologiques. Et la rame roulait à 300 à l'heure. Le gars a freiné, bien sûr, d'urgence. Elle a légèrement déraillé, mais elle est restée en alignement. Pourquoi elle est restée en alignement? À cause, justement, grâce à ce système. Malheureusement, en Allemagne, la catastrophe de Schede, où c'est un ICE qui lui, n'a pas du tout cette technologie. C'est que des voitures normales, hein, avec des bogies. Là, il y a une roue qui s'est cassée et ça a provoqué le déraillement. Et en plus, il y avait un pont et les voitures se sont enchevêtrées sur le pont. Il y a eu 100 morts. Hein. Avec une technologie TGV, on aurait eu moins de victimes, certainement.
Et puis en plus, ils utilisent des types de roues, enfin ils utilisaient des roues à bandage rapporté. Et c'est ça qui a cédé, alors que nous, on n'a que des roues monoblocs. Hein. C'est-à-dire que c'est un ensemble, la roue. C'est un ensemble, il n'y a rien de rapporté. Il n'y a pas de rapporté. Hein. Alors c'est intéressant, c'est de voir le freinage, parce que le freinage des TGV, il est réalisé, alors il y a différents moyens. Pour les petits ralentissements, les choses simples, c'est uniquement le freinage électrique des motrices. Par le système de réversibilité, c'est-à-dire que les moteurs poussés par l'inertie produisent du courant électrique. Alors il y a différentes techniques pour accentuer ce freinage, soit faire du freinage rhéostatique, c'est-à-dire qu'on envoie l'électricité produite par ces moteurs sur des résistances, et là ça ralentit. Ou alors, il y a la solution, ce n'est pas le cas, mais la solution du freinage par récupération. On envoie ce courant dans la caténaire et c'est récupéré par les sous-stations. Alors ensuite, il y a un freinage pneumatique qui est applicable sur toute la rame. Le freinage pneumatique avec le système à air comprimé, hein, c'est un système, contrairement aux voitures, pour freiner, il ne faut pas augmenter la pression, il faut au contraire la diminuer. C'est une sécurité. Parce que s'il y avait une rupture de conduite générale, c'est-à-dire l'alimentation de la conduite du frein, ça provoquerait l'arrêt. Alors sur les remorques, eh bien l'arrêt, le freinage est constitué par des disques. Ce sont ces fameux gros disques hein, sur lesquels s'appuient des plaquettes. Ça c'est extrêmement intéressant à voir. Hein. Alors, selon les circonstances, hein, il peut y avoir le freinage pneumatique, le freinage électrique, le combiné, hein, c'est-à-dire l'ensemble. Hein. Et puis, dans les cas graves, les arrêts d'urgence, hein, c'est tous les freinages qui sont sollicités. Hein. Ce qui, il faut quand même... Un TGV à 300 km/h, pour s'arrêter en urgence, il lui faut quand même 2900 mètres à peu près. Enfin, ça dépend des types de TGV. Hein. Sur l'Atlantique, j'ai procédé à des marches de validation. Hein. J'allais chercher des rames chez Alstom et je les validais. J'étais payé pour faire toutes les bêtises qu'un conducteur n'a pas le droit de faire, pour s'assurer justement que toutes les sécurités fonctionnaient. Hein. À un endroit où on ne doit pas dépasser telle vitesse, eh bien, si on la dépasse, ça déclenche. Exprès, je passais 16 km/h au-dessus de la vitesse limite, ce qui provoquait l'ouverture des disjoncteurs et l'arrêt d'urgence de la rame. Et c'est là qu'on mesurait. Et le cahier des charges prévoyait qu'il fallait au moins 2850 ou 2900 mètres. Bon, ça varie selon les modèles. Hein, pour les TGV modernes, les duplex qui vont beaucoup plus vite. Ils vont à 320, les distances sont peut-être un petit peu supérieures. Hein, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Hein. Au point de vue sécurité, ça peut paraître beaucoup. Au point de vue technique, c'est une performance. Hein. Parce que quand on voit le point de tangence de la roue sur le rail, oui. Alors on ne peut pas tellement le voir ici. Mais quand on a la chance de pouvoir voir ça, c'est infime. C'est une petite c'est même pas quelques centimètres. Hein. Et de l'acier sur de l'acier, où l'adhérence n'est quand même pas la meilleure. Hein. Alors le fait qu'il y ait moins de résistance au roulement, ça permet les performances, mais au point de vue freinage, ça limite. Hein. Mais ceci dit, le TGV, il a ce qu'on appelle l'ABS sur les voitures. Hein. Il a des systèmes d'anti-enrayage, d'anti-blocage, tout ça. Alors comme l'ABS, ça ne réduit pas les distances de freinage, par contre, ça les garantit. C'est la différence, il faut bien savoir ça. Hein. Ça, en voiture, c'est pas parce qu'on a un ABS qu'on va freiner partout. Alors pour qu'on comprenne bien là, comment le principe des disques là, fonctionne, ils sont solidaires de l'essieu, c'est-à-dire qu'ils tournent. Et donc ce sont les plaquettes là qui viennent serrer, ah oui, et c'est ça qui provoque. Alors quand le train roule, hein, bien sûr l'essieu tourne, hein, il va dans le sens des machins. Quand le freinage est commandé, eh bien à ce moment-là, les mâchoires qui comportent les plaquettes appuient plus ou moins sur le disque et provoquent l'effort de retenue. Alors, en service commercial, là, c'était une porte qui permettait d'accéder à l'autre voiture. C'est ça. Tous les gens qui sont passés là ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Oui, on ne se rend pas compte qu'on passe là-dessus, en fait.
Mais alors, cette histoire, il y a un confort supplémentaire, puisque, selon l'expression, d'autrefois, on n'est pas assis sur les roues, oui. Sauf l'extrémité. Là. Oui. Mais autrement, oui, c'est quand même plus confortable, plus silencieux. Hein, c'était retenu d'ailleurs pour le prochain TGV, le TGV-M. Hein, oui. À ce niveau-là, ça sera la même chose. Le principe reste le même. Le principe reste le même. Ça sera moins sophistiqué au niveau de l'appui des deux motrices, hein, des deux remorques. Chaque voiture, remorque ou motrice oui. était reliée par des câbles électriques importants, des canalisations pneumatiques. Alors pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais on va essayer justement si cette partie qui est très intéressante parce qu'elle montre justement que ce sont des tampons classiques entre la motrice et la rame. Alors justement, c'est câbleaux électriques. Hein. Il est question de les relier. Hein. Au-dessus, on le mettra peut-être, c'est fictif, hein, ça ne sera pas fonctionnel puisqu'on n'a pas de haute tension ici, heureusement d'ailleurs. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle la ligne de toiture. Hein. C'est une ligne électrique qui relie les deux motrices. C'est celle qui permet, quand en situation normale, un TGV circule sous courant monophasé dans les grandes vitesses, il n'utilise qu'un seul pantographe, le pantographe arrière de la rame. La motrice devant est alimentée par cette ligne de toiture. Ce qui permet, en cas d'avarie du pantographe, d'inverser, de capter avec le pantographe avant et d'alimenter la motrice arrière. Et il y a une raison du choix systématique du pantographe arrière puisque les deux fonctionnent? Oui, c'est vraiment il y a un incident qui s'arrache et puis qui va derrière, surtout sur les locomotives, et il risquerait d'abîmer le pantographe qui est derrière. Alors on se garde en bon état le panto avant. Mais on peut circuler en secours, il n'y a pas de restriction de vitesse. Donc la ligne de toiture au-dessus, les câbleaux qui modifient la rame. Au niveau de l'attelage, alors on va voir si on peut atteler, parce que le problème, c'est que l'ensemble stationne sur une courbe de faible rayon. On voit bien, d'ailleurs, les pantons sont jointifs là-bas, alors que là, ils sont très... Et puis, c'est difficile de comprimer. Mais l'idéal, ça serait de mettre l'attelage, les plateformes, et puis les câbles, les accouplements de conduite générale et de conduite principale, hein, qui restent les fondamentaux de tous les trains, hein, enfin, à part les matériels modernes. Mais tous les trains de voyageurs ont une conduite générale. Tous les trains ont une conduite générale. Tous les trains de voyageurs ont une conduite principale, enfin la plupart. C'est une condition pour pouvoir circuler d'ailleurs. Vous ne regrettez pas de ne plus être en activité pour pouvoir le tester ou le conduire? Non, mais j'en ai bien profité hein, parce que j'étais conducteur d'essai. J'ai vécu des situations que beaucoup de mes collègues n'ont pas connues. Puis pour un passionné comme moi, c'était... Non, je me suis fait plaisir, j'ai bien apprécié. Parce que je n'ai pas fait que des TGV comme train d'essai. Hein. J'ai fait justement ces plaquettes de frein à disque. Elles ont été testées en 1988 dans les Landes avec sur 2 TGV Sud-Est qui avaient été modifiés pour tester justement les plaquettes du TGV Atlantique. Et en plus, il y avait des essais de captage de courant d'air caténaire. Et pour dégrader la situation, moi je circulais avant le TGV, devant, avec une rame grand confort, avec une 6500. Et pour chauffer un peu la caténaire à 200. Je roulais à 200 à l'heure alors que c'est 160 sur la ligne. Alors mais je me suis bien fait plaisir, je continue, je fais des photos en Suisse, en Allemagne en particulier. En Suisse, c'est un pays merveilleux, béni des ferrovipates. J'ai gardé des contacts. Bon, monter en cabine de conduite, maintenant c'est interdit, hein, c'est plus comme de mon temps, enfin. C'était interdit aussi, mais c'était moins rigoureux. Maintenant, c'est un délit hein, qui est passible de peine de prison et d'amende. C'est plus du tout la même chose. Mais en plus, le plaisir, les matériels très modernes, c'est les régiolistes, les machins comme ça, c'est bien, mais on est assis, on a de moins en moins l'impression de vitesse, d'effort, de bruit du moteur, enfin tous ces trucs-là qu'on avait avant.
J'ai conduit des trains, des voyageurs avec des 9200 ou des 6500, c'était quand même un autre travail. Hein. C'est ce que je regrette le plus. Mais enfin, les choses passent, chacun son époque, et puis voilà. Mais je reste toujours un ami du chemin de fer. Un ami du chemin de fer qui ne demande qu'à partager sa passion. C'est ce qu'il fait à la Cité du Train de Mulhouse en animant la visite guidée de cabines de locomotives, dont celle d'une rame de TGV Sud-Est, ainsi que celle d'une autre motrice, détentrice d'un record du monde de vitesse sur rail beaucoup plus ancien, la CC 7107 qui, pour la première fois au monde, a emmené un train à plus de 300 km/h le 28 mars 1955. Toujours la Cité du Train, accompagné d'un bénévole, vous pourrez monter à bord d'une locomotive à vapeur mise en service en France dans l'après-guerre, une expérience à vivre dès maintenant en visionnant cet autre reportage.